Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Samuel Sivy, responsable des études de l'Institut Actuaire, et je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour la 4e journée de l'Actuarial Week, qui est consacrée ce soir au métier de la finance et de la gestion d'actifs. Un grand merci à nos intervenants, Anne-Hélène, Jean-Baptiste et Pierre-Henri. Et sans plus attendre, je passe le micro à Elias et vous pouvez tout au long de la soirée poser vos questions à travers le chat. Merci. Bonsoir à tous. Donc, merci d'avoir répondu présent à cet événement. Donc, moi, je suis étudiant en Master 2 à l'EURIA. Je suis en alternance en modélisation financière à Milliman. Donc, la soirée va se composer de la manière suivante. Dans un premier temps, nous aurons nos intervenants qui vont se présenter, parler de leur parcours professionnel et scolaire. Et dans un deuxième temps, nous allons répondre à vos questions. Il y aura un échange questions-réponses. Donc, comme l'a dit Samuel, je vous invite dès maintenant à poser vos questions sur le chat. Comme ça, je pourrai les noter et les poser à mes camarades lors de la deuxième partie. Donc, je passe tout de suite la parole à Jean-Baptiste. Oui, bonjour à tous. Enfin, bonsoir à tous. Donc, je suis ravi d'être avec vous aussi ce soir. Je suis Jean-Baptiste Olivier. Donc, moi, je suis actuaire de la promotion 2003 de mémoire de l'Université Paris-Dauphine. Donc, moi, j'ai commencé ma carrière juste après Dauphine dans les assurances du Crédit Mutuel où je faisais de la gestion actif-passif. Donc, j'ai été gérant pendant 2 ans, 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Et puis, en 2006, j'ai rejoint donc, le cabinet Deloitte où j'ai passé 15 ans sur des sujets donc, liés à la valorisation des instruments financiers. Donc, j'avais un profil plutôt quantitatif au départ, statisticien. Et puis, petit à petit, je me suis mis, on va dire, dans la réglementation bancaire et la réglementation prudentielle au sens large. Donc, j'ai conduit pas mal de missions chez Deloitte pendant 15 ans. Je travaillais principalement pour les établissements bancaires, mais aussi les sociétés de gestion et les compagnies d'assurance. Voilà, donc il y a une grosse partie, on va dire, de mon parcours en conseil. Et puis, depuis l'été dernier, en fait, je suis responsable d'un département au sein de la direction des risques du groupe Caisse des dépôts, où je m'occupe à la fois des validations de modèles, des risques ALM, du risque climatique et de l'appétit au risque. Voilà, donc c'est un beau département où il y a plein de nouveaux sujets et qui comporte à peu près 25 personnes. Voilà, donc je suis ravi de pouvoir échanger avec vous sur tous les sujets liés à l'actuariat, aux différents parcours qu'on peut avoir au sein de la finance, des banques, les compagnies d'assurance, puisque j'ai pu avoir pas mal d'expérience dans tous ces domaines d'activité-là. Bonjour, mon nom est Anne-Hélène Illich. Donc, moi, je suis actuaire ISUP. J'ai fait mon mémoire en 2000. J'ai intégré Goldman Sachs, donc dans la salle des marchés. En fait, dans des banques comme Goldman Sachs, en général, il y a 4 divisions: la salle des marchés, l'investment banking, la gestion d'actifs et d'autres activités plus consumer. Donc, quand j'ai rejoint Goldman en 2000, je faisais partie d'une équipe de ce qu'on appelle Sales and Trading, donc vente et trading, et je couvrais les compagnies d'assurance sur toutes les problématiques obligataires et ALM. Je me suis ensuite occupée entre 2002 et 2005 de conseiller les hedge funds basés à Londres. Donc, j'étais basée à Londres à l'époque sur tout ce qui était leur positionnement sur les obligations d'État et de crédit. Pendant à peu près 10 ans ensuite, j'ai couvert les grands institutionnels français, donc principalement les assureurs, les banques, mais aussi les gestionnaires d'actifs sur les produits obligataires et plus particulièrement sur les produits obligataires dits de crédit, que ce soit les produits dits vanille ou les produits plus structurés. Et depuis à peu près 18 mois, je m'occupe de la gestion privée chez Goldman Sachs. Donc, nos clients sont des gens plutôt très fortunés. On s'occupe de décliner tout leur investissement, mais on a des conseils aussi sur la structuration patrimoniale. Nous avons aujourd'hui une équipe à peu près de 20 personnes basées à Paris qui couvrent toutes les zones francophones. Et j'ai l'honneur de seconder Pierre-Henri dans son effort auprès de la commission banque et gestion d'actifs de l'Institut des actuaires.
Merci Anne-Hélène. Donc, c'est à moi de prendre la parole. Moi, je suis actuaire depuis 2001 et à la différence d'Anne-Hélène et de Jean-Baptiste, je ne connais pas grand-chose finalement au secteur des assurances puisque je n'y ai jamais travaillé et je n'ai pas beaucoup travaillé non plus avec les assureurs en tant que client ou partenaire. Et donc, je suis un pur actuaire financier. J'ai commencé au ministère des Finances à Bercy où, si, quand même, là, je m'occupais d'assurance crédit. Donc, il y avait un élément d'assurance là-dedans. Et puis ensuite, de financement de la sécurité sociale. Donc, j'étais dans la petite salle des marchés qui émettait des obligations pour financer le déficit de la sécurité sociale en France. Donc, ça, c'était à la fin des années 90. Puis ensuite, je suis passé au Crédit Agricole où j'ai passé 14 ans. D'abord à l'ALM, où j'ai fait pas mal de modélisation de risque de crédit, et puis ensuite dans la salle des marchés, où j'ai structuré des différentes catégories de produits liés au crédit, avant de diriger l'équipe qui a dû gérer les conséquences de la crise subprime pour la banque. La banque avait des expositions à des produits subprime lorsque la crise a éclaté, la récession de 2007-2008. Et donc, j'ai passé ensuite les 7 années qui ont suivi à gérer les conséquences de cette crise sur le bilan de Crédit Agricole CIB. Et enfin, je suis parti en 2014 de Crédit Agricole CIB pour m'occuper d'une autre crise, enfin pour être actif dans la gestion d'une autre crise, cette fois-ci la crise des souverains européens qui s'était déclenchée à partir de 2011-2012. Puisque j'ai rejoint une institution publique, donc je suis retourné dans le secteur public au mécanisme européen de stabilité, dont la mission est de fournir des prêts d'urgence aux gouvernements qui n'ont plus accès au marché de capitaux pour se financer, ce qui était le cas en 2012 de plusieurs pays européens, 5 pays européens pour être précis, dont la Grèce. Et j'ai quitté le mécanisme européen de stabilité, donc après avoir occupé des fonctions, la fonction de responsable de l'ALM et du portefeuille de prêts. Je l'ai quitté en fin 2020 et depuis un an, pour me lancer dans un projet entrepreneurial dans un domaine qui est différent, qui est celui de l'immobilier résidentiel, puisqu'il s'agit de mettre en place un fonds d'investissement socialement responsable dans le domaine de l'immobilier résidentiel. Voilà pour mon parcours. Je suis très heureux d'avoir l'occasion, c'est la deuxième année que nous avons l'occasion de dialoguer avec vous et d'essayer de vous illustrer des parcours assez différents qu'on peut avoir avec un diplôme d'actuaire dans le domaine financier. Merci beaucoup pour vos interventions. Donc, on va passer à la partie questions-réponses. Pour Jean-Baptiste, une première question. Quelle est l'importance et le poids et l'influence des générateurs de scénarios économiques dans un contexte ALM? Oula, c'est très précis déjà comme question. Donc, on voit qu'il y a un public d'actuaires en face de nous. Disons qu'en banque, les générateurs de scénarios économiques, on est plutôt dans le monde assurantiel, on va dire, avec des calculs de solvabilité 2. En banque, sur l'ALM, on est plutôt, on va dire, lié au marché. Alors, Marie-Hélène, n'hésite pas à me ponctuer ce que je dis, mais l'important, en fait, pour une gestion ALM saine, pour un établissement bancaire, c'est plus de couvrir ses risques sur le taux, sur la liquidité, de ne pas avoir de mismatch entre les durations à l'actif et au passif. Et en fait, les projections qu'on fait d'un point de vue macroéconomique, en tout cas, elles sont plutôt drivées par les économistes chez nous qui font des scénarios, on va dire, centraux. Et après, on se met d'accord sur toute une série de stress tests qui permettent de tester la résistance globale d'un établissement public comme le nôtre à des scénarios défavorables. Mais on est quand même assez loin, je trouve, des approches de type Monte Carlo, justement, qui vont tester dans tous les sens
toutes les courbes de taux. On est plutôt dans des scénarios plutôt déterministes, basés sur des anticipations de marché, des anticipations de mouvements politiques qui ont des impacts sur les principales variables macroéconomiques. C'est un peu plus comme ça que je le ressens, en tout cas, dans le groupe dans lequel je suis. Tu me permets d'intervenir, Oui, bien sûr. Parce que pour faire peut-être partager une expérience un peu différente de la tienne, quand j'étais dans le groupe Crédit Agricole, c'est au début des années 2000, donc ça remonte déjà à quelques années, on a décidé d'adopter des méthodes assez quantitatives pour mesurer le risque de crédit, en l'occurrence, donc le risque de crédit que prenait la banque en prêtant ou en faisant des opérations avec un large panel de corporates. Et tu disais, ce qui m'a fait réagir aussi, c'est que tu mentionnais les simulations de Monte-Carlo, puisque c'est vraiment la technique qu'on s'est mise à adopter à ce moment-là. Donc, c'est juste pour partager une expérience pour montrer qu'en fait, il peut y avoir des différences d'approche assez significatives d'un établissement bancaire à un autre. Tous n'ont pas la même appétence pour une approche plus ou moins quantitative des choses. Mais il y en a qui sont assez adeptes du très quantitatif. Merci beaucoup, Pierre-Henri. Oui, juste si je peux rajouter, nous, dans notre contexte, on utilise, pour faire simple, rapidement pour les étudiants qui veulent comprendre, on utilise généralement les GSE, les résultats des GSE, pour avoir un univers de risque que l'on va appliquer ensuite dans nos projections ALM. En fait, c'est complémentaire généralement. Donc, pour faire simple un peu, les deux vont bien ensemble. Mais si je peux me permettre à nouveau d'intervenir, GSE, c'est quand même très lié à Solvay II, donc à la réglementation prudentielle des assureurs, sauf erreur de ma part. Oui, exactement. Les banques n'ont pas de GSE à proprement parler, même quand elles utilisent des outils quantitatifs ou qu'elles font de la modélisation Monte-Carlo, comme je disais tout à l'heure, ça ne s'appelle pas GSE et ce n'est pas nécessairement guidé par les mêmes textes. Maintenant, les techniques ont quand même un certain nombre de points communs. Les banques qui souhaitent utiliser des méthodes quantitatives utilisent des modèles de taux d'intérêt ou des modèles pour projeter le risque action ou le risque sur d'autres classes d'actifs qui ne sont pas très différents, voire les mêmes que ceux qu'on trouve dans les GSE. Super, merci beaucoup pour la précision. Du coup, ça fait un bon lien pour la question d'après qui était toujours pour Jean-Baptiste. C'est un élève qui voudrait savoir le lien entre ALM et solvabilité 2. Peut-être qu'on puisse préciser ça et vulgariser ça pour oui, alors les intervenants. effectivement, là, on revient dans le monde donc de la réglementation prudentielle. Il faut bien séparer la réglementation qui est nécessaire à mettre en place pour les établissements bancaires, qui sont plutôt les normes du comité de Bâle. C'est pour ça qu'on va parler plutôt des normes bâloises, on va dire, pour les établissements bancaires, qui sont ensuite retranscrites en droit européen via ce qu'on appelle les CRR, enfin les Capital Requirements. C'est un peu le pendant en fait de Solvabilité 2 pour les compagnies d'assurance. Mais ensuite, on n'est pas, comme le disait Pierre-Henri, on n'est pas sur les mêmes méthodologie, on va dire, de calibration des risques, puisque derrière, les bilans en fait, des compagnies d'assurance sont assez différents quand même des bilans bancaires. Donc, ce qu'on va vouloir capter dans les bilans bancaires, c'est plus effectivement les risques de crédit, les risques de marché, les risques de mismatch actif-passif, les risques de liquidité, le risque opérationnel, etc. Et donc, pour chacun de ces risques, en fait, on va avoir la possibilité soit d'utiliser des méthodes standards qui sont donnés par la réglementation, soit d'utiliser des modèles internes. Et donc, l'exigence de fonds propres qui est demandée par le superviseur va dépendre effectivement des types de méthodologies qu'on va appliquer sur chacune de ces classes de risque. Donc voilà, faut bien séparer quand même l'environnement réglementaire de la banque, qui est quand même assez différent de l'environnement réglementaire côté compagnie d'assurance. Super, merci beaucoup pour cette réponse, Jean-Baptiste. Donc, on continue avec une autre question qui est un peu générale, qui demande si l'on peut passer d'un travail où on travaille sur des GSE dans un contexte assurantiel, sur la modélisation financière dans un contexte assurantiel, au milieu bancaire
avec plus un domaine de gestion d'actifs. Merci. Alors, je vais peut-être prendre cette question. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Donc, oui, très bien, Anne-Hélène. Sur le domaine bancaire, oui, c'est tout à fait possible. En fait, même en étant actuaire, on est quelque part suréquipé. Donc, j'aime à penser que l'actuariat, c'est d'abord avoir une approche au-delà du quantitatif, d'identifier les risques. De manière générale, tous les métiers de la banque, que ça soit en M&A, en salle de marché ou ailleurs, c'est aussi de la gestion des risques, ce n'est pas de la gestion assurantielle, parce qu'il n'y a pas forcément de mutualisation, mais c'est de l'analyse de risque. Donc, je dirais même que les actuaires sont suréquipés. Pour ma part, j'ai travaillé surtout dans un univers anglo-saxon où la particularité, c'est que en fait, ce que vous avez étudié ne détermine pas forcément ce que vous allez faire. Bon, certes, pour avoir un métier de Kant, il faut mieux avoir une formation de Kant, mais après, c'est 1% des métiers, il y a plein d'autres métiers. Je pense que tant qu'on a la volonté et la flexibilité de s'adapter à un environnement, tous les métiers sont complètement ouverts. Donc, c'est, je pense, assez différent. Ce serait beaucoup plus difficile pour quelqu'un qui n'a pas fait de l'actuariat d'aller dans l'assurance que de s'ouvrir vice-versa, d'aller de l'assurance vers la banque. Et en fait, par rapport au contexte réglementaire, le contexte réglementaire et de suivi de risque est très, 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 très fort et c'est harmonisé. Comme Pierre-Henri a pu l'évoquer, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées les 20 dernières années, mais il y a aussi beaucoup d'aspects qui ont été pris en compte et qui ont évolué, tels la déontologie, le suivi des risques, le suivi des réglementaires, et ça a été d'autres cadres quelquefois qui sont peut-être plus simples que les cadres assurantiels qui restent très techniques. Donc la réponse est oui. Merci beaucoup, Anne-Hélène. Très clair. D'ailleurs, j'ai un certain nombre de questions te concernant. Notamment, j'ai beaucoup de questions qui reviennent en te demandant comment tu fais pour rejoindre Goldman Sachs, comment faire pour pouvoir rejoindre Goldman Sachs, et y a-t-il un secteur à privilégier pour pouvoir rejoindre cette entreprise? Alors, je ne sais pas d'ailleurs s'il faut rejoindre Goldman Sachs, mais je dirais de manière générale, bon, je crois qu'il y a 3 sous-questions dans la question. C'est vrai qu'il y a quand même des processus qui sont assez différents dans les entreprises internationales, quelles qu'elles soient par rapport au processus français. Donc en France, je crois, alors je ne suis plus tellement à la page, il y a les VIE et les stages. Les entreprises anglo-saxonnes n'ont pas vraiment ces systèmes-là. Bon, les personnes avec des parcours quantitatifs français sont très recherchées. Je pense que c'est peut-être moins huilé dans les entreprises internationales qu'en France, et je pense que c'est beaucoup aux étudiants d'aller de l'avant et spontanément postuler en ligne ou d'aller activement vers ces entreprises internationales. Je pense qu'il ne faut pas être timide par rapport au parcours. Pour avoir interviewé beaucoup de jeunes, j'ai vu des gens qui ont fait 2 ans d'histoire intégrés sans aucun problème. On ne doit pas avoir forcément, c'est une question que j'ai eue un petit peu les années précédentes quand j'ai eu la chance d'intervenir à l'ACHA et à l'UIC. On n'a pas besoin d'avoir Bac+6 pour intégrer une entreprise internationale, mais c'est plutôt, encore une fois, très anglo-saxon, la capacité, ce que les gens vont juger, c'est la capacité d'adaptation et d'aller dans des univers différents. Donc ça, c'est une chose. Je dirais par rapport aux métiers à privilégier, je pense que tous les métiers sont intéressants. Aujourd'hui, le monde va très vite, change très vite. J'incite vraiment les personnes à postuler par rapport à leur affinité et à leur être propre. C'est-à-dire que, par exemple, si vous aimez si vous êtes des personnes qui aiment les projets à court terme, les choses qui vont vite, qui changent très vite, c'est sûr que la salle de marché est idéale. Au contraire, si vous voulez travailler sur des projets de fonds, vraiment dans la réflexion, dans la stratégie, la banque d'investissement, ce qu'on appelle le M&A ou le conseil, est plus adapté. Après, sur les métiers de gestionnaire d'actifs, pour en avoir fréquenté beaucoup, c'est plus un métier de prise de risque qui ressemble beaucoup au trading. Donc,
si vous avez une fibre de vouloir vous-même implémenter et prendre la responsabilité sur des risques, l'asset management ou les métiers équivalents dans la banque sont certes intéressants. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire aujourd'hui en 2022 quels vont être les secteurs porteurs dans 5 ans. J'ai eu énormément de chance de commencer dans l'univers du crédit en 2000, qui a été un univers qui ressemble aujourd'hui à ce qu'est la fintech. Et en effet, ça a été porteur. Mais ça a été de la chance et ça n'a pas été calculé. Donc voilà. Et surtout, j'incite tout le monde à se trouver un bon mentor, donc de rejoindre une équipe où les personnes seniors ont du temps à passer avec eux. Voilà. C'est une chose que l'Institut des actuaires peut offrir et offre. Donc, rejoignez l'Institut des actuaires dès que vous aurez votre diplôme, bien sûr. Super, merci beaucoup Anne-Hélène, c'était très clair, très exhaustif. Merci aussi Pierre-Henri. Du coup, tu as un peu répondu à une question subsidiaire qui s'est interposée lorsque tu parlais, qui concernait les masters spécialisés suite au diplôme d'actuaire pour pouvoir se spécialiser dans la finance, mais je pense que tu as assez répondu. Mais si tu veux rajouter un mot, mais je pense que tu as répondu quand même. C'est comme tu veux. Non, je pense que, et par rapport à une autre question que j'ai vue dans le chat, que j'adresserai en même temps, le fait de se former de manière continue est très appréciable. Je pense qu'il faut vraiment, tout va très vite, donc j'incite beaucoup les gens à faire des formations continues. Après, c'est assez difficile de s'orienter par rapport aux entreprises et par rapport à la fin des études. Donc, je pense qu'il n'y a pas seulement une voie. Si vous avez la chance, enfin, pour ma petite histoire personnelle, quand j'ai intégré le Goldman en stage, j'étais en train de faire un DEA de probabilité de finance de Madame El Karoui, que je n'ai pas fini parce que j'avais un emploi. Et quand vous avez la chance de trouver, en effet, dans la bonne institution, un travail qui vous plaît, pour moi, ça ne m'a jamais pénalisé de pas finir ce DEA. Ça m'a pénalisé intellectuellement parce que c'est très intéressant et j'espère que je pourrais le reprendre aujourd'hui, mais malheureusement, je crois que mon cerveau a rétréci. Mais à part ça, ce n'est pas du tout handicapant. Oui, peut-être pour rebondir sur cette question-là, effectivement, je trouve que les formations en France sont suffisamment techniques. On est quand même reconnu dans le monde entier pour notre technicité. Je pense que c'est une question plutôt de milieu de parcours, c'est-à-dire que quand on commence dans une voie, on peut se poser la question au bout de 5, 6, 10 ans d'un éventuel transfert dans un autre département, dans un autre univers et dans ce cas-là, effectivement, faire des formations un peu complémentaires, ça peut être utile. Mais après, moi, je ne sens pas de besoin particulier pour les établissements bancaires français, en tout cas, d'avoir des formations forcément complémentaires par rapport à celles qu'on a et qui sont de très bon niveau. Ok. Ouais. Je suis d'accord. Si je peux rajouter un mot, je suis d'accord avec Jean-Baptiste et Anne-Hélène. De ma propre expérience, c'est vraiment de la flexibilité. Il ne faut pas croire que les diplômes vont vous garantir un parcours linéaire. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Et ouvrez-vous aux possibilités. Et elles sont vraiment nombreuses. L'avantage de la formation d'actuaire, c'est que justement, elle ne ferme pas beaucoup de portes quand même au départ. Je pense qu'on peut la considérer comme étant quelque chose qui prépare bien à envisager éventuellement de faire plusieurs choses, pourquoi pas plusieurs métiers différents dans sa carrière. Merci beaucoup à tous les trois. C'était super clair pour cette question. Donc, j'ai une autre question un peu plus technique. C'est une personne, un spectateur qui demande des questions, des précisions sur certains ratios réglementaires comme le LCR, NSFR. Il demande s'il était possible de pouvoir les vulgariser de manière très simple pour pouvoir les comprendre sur des ratios que l'on pourrait utiliser dans le monde de la gestion d'actifs, pas forcément cela, mais... Alors là, c'est l'interro écrite. Qu'est-ce qui prend cette question? Je peux la rebalancer sur toi. Non, écoutez, à la limite, sur ces questions très techniques, je peux prendre le point. Moi, à la limite, je veux bien prendre l'adresse de la personne qui a posé la question et puis lui expliquer
en 10 minutes en off comment ça fonctionne, mais voilà, peut-être qu'on va pas passer trop de temps sur ces ratios réglementaires. L'idée, c'est effectivement mesurer les cash flows entrants et les cash flows sortants sur une période relativement courte, on va dire, sur le LCR, sur une période un peu plus longue sur le NSFR, pour s'assurer que les établissements ont suffisamment de liquidité pour leurs sorties de cash qui sont prévues voilà, sur une période à venir. Mais je veux bien apprendre la question et puis je répondrai volontiers dans la suite, si vous voulez. Mais c'était très clair, en tout cas. Merci pour cette. C'était vraiment, je pense, que ce dont les étudiants attendaient. Tu as bien simplifié les choses. Donc, parfait. Donc, on finit pour la partie technique. Donc, il y a une question un peu plus générale. Quelle est la différence entre un analyste quantitatif et un spécialiste en modélisation financière en actuariat? Ouais, pareil, qui est-ce qui veut prendre cette question? Tu te lances? Alors, juste pour être sûr d'avoir bien compris, on parle d'un analyste quantitatif donc dans une banque. C'est ça, oui. Et un actuaire dans une compagnie d'assurance, c'est ça un peu ça la question? Exactement. Ok. Alors, déjà, la matière, ça ne va pas être exactement la même. Des actuaires, où est-ce qu'il y en a, enfin, où est-ce que j'en ai vu, moi, dans les compagnies d'assurance? C'est principalement quand même sur la partie, on va dire, solvabilité 2, donc fonds propres, et sur la partie plutôt passif, on va dire, et sur la gestion des sinistres pour calculer des primes, pour faire des stats autour de contrats et de faire de la commercialisation de contrats. Ça, c'est un peu les zones dans lesquelles les actuaires s'amusent, historiquement en tout cas, en compagnie d'assurance. Donc, les compétences qui sont demandées, on va dire, pour ces métiers-là, c'est vraiment lié à des compétences statistiques où il ne suffit pas de connaître la loi des grands nombres, mais il faut connaître pas mal de techniques statistiques qui permettent de déterminer les variables qui sont importantes, comment on peut prédire, on va dire, la sinistralité. Côté bancaire, les quantitatifs qui travaillent en salle de marché vont plutôt travailler sur la partie structuration pour les produits exotiques, pour, on va dire, mettre en place des modèles qui permettent de faire des valorisations. C'est plutôt là-dessus qu'on va attendre les gens techniques. C'est pas sur les instruments cotés, liquides, sur lesquels on peut récupérer des prix de marché, c'est justement sur des instruments qui sont valorisés en mark-to-model, comme on dit, donc pour lesquels il va falloir construire un modèle, faire des calibrations, récupérer des données de marché et puis travailler en risque aussi sur ces valorisations-là. Donc, on est moins sur de la stat, on est plus effectivement sur des mathématiques financières. Et c'est là où on verra le plus de quant, on va dire, dans les salles de marché. Donc, c'est des matières un peu différentes. Super, merci beaucoup. Oui, Pierre-Henri, tu voulais ajouter quelque chose? Juste, j'ajoute un grain de sel. Complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, Jean-Baptiste. Je dirais qu'il y a quand même aussi de l'espace pour les techniques quantitatives plus statistiques dans les banques, mais peut-être pas dans les salles des marchés, peut-être plus autour du métier banquier traditionnel, c'est-à-dire le banquier qui prête aux gens qui veulent acheter une maison, qui prête aux entreprises pour financer leur activité. Donc, c'est ce que je veux dire par activité classique de banquier. Et là-dedans, il y a aussi du pricing, il y a aussi de l'évaluation de risque et du suivi de risque qui probablement utilisent pas mal de statistiques et de techniques traditionnelles. Pas uniquement, mais non, je suis d'accord. Effectivement, sur toute la partie risque de crédit, il y a beaucoup de statistiques, puisque effectivement, sur l'activité retail, on a plein de données. Donc, on peut faire pas mal de statistiques, plus qu'en banque de financement, sur lesquelles les données sont plus partielles, on va dire. Très bien, merci beaucoup. Très clair.
J'ai une question qui fait suite à lorsque tu avais évoqué, Anne-Hélène, le Master El-Karaoui. C'est une question plus générale qui demande de, de, de expliciter les différentes formations continues que vous avez en tête ou que vous connaissez ou que vous conseillerez à faire suite suite à un diplôme d'actuariat, dans le monde de la finance, bien évidemment. Alors, j'ai eu beaucoup de chance parce que dans l'entreprise où j'étais, il y avait des formations continues de manière assez permanente, même au départ pour niveler les gens. C'est-à-dire, comme je disais, j'ai commencé avec des gens qui avaient fait des licences d'histoire ou même une de mes très grandes copines était pianiste. Donc, en fait, ils nous avaient envoyé, on avait une formation au départ qui a duré 2 mois et vous le croirez ou pas, mais il y avait des gens qui en 2 mois arrivaient à refaire 3 ans d'actuariat, donc c'était assez fort. Mais c'est vrai que dans la plupart des très grands établissements, vous avez des formations continues dans vos domaines de manière assez systématique, tout comme l'Institut des actuaires impose un suivi de PPC de formation d'un certain nombre d'heures. Après, il y a alors, dans l'actuariat, je connais moins bien. Par exemple, moi, quand je suis passée dans la salle de marché à la gestion de patrimoine, j'ai souhaité me former en droit international privé et en structuration et j'ai suivi une formation à distance avec un organisme qui s'appelle le REP. Mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire de point de vue soit en interne dans les grandes entreprises, soit spontanément. Mais en fait, je pense que dans beaucoup de métiers de la finance, dans la plupart des cas, les métiers sont très spécialisés. Et du coup, en fait, c'est un peu vous la source de savoir. Donc, c'est plus dans les orientations de carrière ou au contraire, si vous souhaitez aller dans des choses plus entrepreneuriales, comme par exemple l'initiative de Pierre-Henri aujourd'hui, je pense qu'il faut savoir tout faire. Donc, si malheureusement, vous n'avez pas toute l'expérience que peut avoir un Pierre-Henri dans des choses plus entrepreneuriales et que vous commencez plus tôt, c'est là où il est important d'avoir des ressources. Mais je pense pas. Je pense encore une fois que beaucoup de choses viennent en interne. Et je rajoute un petit coup de pub pour l'Institut des actuaires. Il y a plein de formations qui sont disponibles, mais des formations, oui, de la formation continue. Non seulement c'est une obligation, hein, Anne-Hélène, tu viens de le rappeler. Donc, quand on est actuaire, pour maintenir son niveau professionnel, on s'engage en fait à faire de la formation continue tous les ans. Mais l'Institut y aide beaucoup. L'Institut a une offre très complète sous forme de webinaires, de formation sur place, dans plein de domaines. Donc là-dessus, on n'est pas tout seul. Maintenant, Anne-Hélène, tu as raison, vos besoins quand vous allez progresser vont être les vôtres, hein, et ils sont liés à votre désir d'être plus technique dans ce que vous faites ou de vouloir ou d'acquérir de la technicité dans un domaine vers lequel vous voulez évoluer. Mais l'Institut des actuaires est un lieu très, très utile, très précieux dans mon expérience pour ça, parce que ça aide. Il aide. Super, merci à tous les deux, extrêmement clair. Donc, j'ai une question pour un professionnel qui travaille dans l'inspection en banque, qui voudrait savoir s'il est possible de passer de l'inspection, par exemple à la CPR, à un poste plus spécialisé dans la banque. Je peux prendre la question. Je crois que la réponse est oui. Je crois que des transitions comme celle-là sont possibles, hein. Elles sont même probablement demandées maintenant par les employeurs, par la banque. La banque sera intéressée par un de ses salariés qui commence dans l'inspection. En plus, les métiers d'inspection de banque, ça permet de s'ouvrir à plein de dimensions du métier. Donc, on va regarder une branche d'activité, puis une deuxième, puis une troisième. Les banques, surtout les grandes, ont plein d'activités qui sont finalement assez différentes les unes des autres et qui nécessitent de s'y plonger. Quand on travaille dans une inspection, on a la chance de pouvoir généralement, mission après mission, finir par se faire une idée assez complète de tous ces métiers. Et c'est généralement une bonne préparation pour ensuite aller plonger les mains dans le cambouis dans un métier qui vous attire plus particulièrement. Donc, il me semble que la réponse est oui, assez nettement.
Ok, super. Merci beaucoup, Pierre-Henri. J'ai une question un peu plus, enfin, entre guillemets, technique, mais qui demande, c'est au sujet des logiciels informatiques, qui demande quels sont les langages de programmation à maîtriser euh, pour, euh, pour évoluer dans le monde de la finance. Des langages comme C++ ou qui sont très orientés aux objets sont très demandés. Et faut-il faire une formation, une remise à niveau après le titre d'actuaire? Bon, alors, je vais parler à partir de ma modeste expérience qui est limitée, mais euh, j'ai vu pratiquer, j'ai pas pratiqué moi-même, mais j'ai vu pratiquer plusieurs langages de programmation en finance. Il n'y en a pas qu'un, il n'y a pas que du C++. Euh, j'ai vu C++, j'ai vu Python, j'ai vu même beaucoup de VBA adossés à des spreadsheets Excel. Euh, voilà en d'autres termes. Et ça a changé au cours du temps, c'est-à-dire que j'entends davantage parler aujourd'hui de Python que de C++, et ça pourrait évoluer encore plus tard, j'imagine. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une réponse unique et que ce soit une nécessité d'avoir tous ces langages de programmation, de bien les maîtriser avant de commencer un job en finance maintenant. Et ma deuxième remarque, c'est qu'on n'est pas non plus obligé d'être très fort en programmation pour commencer un job en finance. C'est pas la seule, c'est même pas une condition absolument nécessaire pour tous les jobs possibles. C'est une condition nécessaire seulement pour certaines catégories de jobs. Si vous êtes modélisateur dans une salle de marché, oui, il y a des chances qu'on vous demande de coder ce que vous faites, les modèles que vous développez, au moins en faire une première version qui sera éventuellement reprise et raffinée derrière par des développeurs professionnels, enfin professionnels entre guillemets, dont c'est vraiment le métier, le cœur de métier. Mais au-delà de ça, si vous êtes aussi dans une direction des risques, mais dans une position très, très quantitative, il est possible aussi qu'on vous demande des compétences, mais je ne pense pas que ce soit vous en fassiez une obligation avant d'avoir déterminé quel type de job vous ciblez en finance. Ça, c'est mon point de vue. Je ne sais pas si Jean-Baptiste et Anne-Hélène, vous avez des points de vue différents. Ouais, sur ce. Alors attendez 2 secondes parce que je suis en train de prendre mon train, donc je suis désolé s'il y a un peu de bruit autour de moi. Effectivement, je te rejoins, Pierre-Henri. Il y a pas mal de changements en fait sur les langages de programmation qui ont eu lieu ces dernières années. Effectivement, moi, quand j'ai commencé ma carrière, on était vraiment sur du VBA basique et du MATLAB et du SAS. Et puis, on voit que depuis quelques années, en fait, on est passé sur du C++. Et finalement, c'est un langage qui est quand même assez compliqué, assez austère aussi. Et donc, ce qu'on voit depuis quelques années maintenant, c'est vraiment un switch vers des langages type Python qui sont beaucoup plus faciles à maîtriser et qui ont déjà des librairies un peu toutes faites qui permettent de coder des stats et du machine learning un peu packagé. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant et on voit pas mal d'établissements bancaires qui se mettent effectivement sur Python depuis quelques années. Merci beaucoup, très clair. J'ai une autre question qui est autour du certificat de type CFA. Sont-ils euh, influençants et intéressants pour un actuaire qui veut travailler dans la finance, évidemment? Alors, je vais peut-être prendre celle-là. Bon, forcément, le CFA, c'est toujours un plus. Bon, déjà, c'est relativement dur. C'est un plus, mais ce n'est pas nécessaire. Ça dépend un petit peu des métiers. Par exemple, pour les métiers de gestionnaire d'actifs, c'est souvent pas un prérequis, mais demandé. Après, il y a différentes certifications selon les pays, mais c'est plus pour les métiers de gestionnaire d'actifs. Après, moi, je connais pas mal de gens qui l'ont fait. Moi, je ne l'ai pas fait, mais ça reste, je crois, assez théorique. Et je pense que peut-être les gens qui en ont le plus bénéficié, c'est les gens qui avaient déjà un peu une expérience parce qu'ils ont pu rattacher un peu ce qu'ils ont pratiqué avec les questions. Ça ressemble un peu, c'est
le feedback que j'ai eu, c'est un peu comme les MBA. Ça sert plus de le faire quelques années, une fois que vous êtes en fonction, qu'au tout début. Mais je ne pense pas que les recruteurs s'attendent à ce que, en tout cas en banque, que vous ayez le CFA. Alors, je peux vous partager mon expérience parce que j'ai passé le CFA vraiment sur le tard, longtemps après avoir passé mon diplôme d'actuaire. Je l'ai fait à un moment où il y avait un peu un creux dans ma carrière, j'étais moins occupé. Donc, et je l'ai fait avec une attention précise, c'est qu'en regardant le programme, j'ai vu qu'il y avait c'est très généraliste le CFA, c'est-à-dire que vous couvrez quand même plein d'aspects de la finance. Donc, il y avait des aspects de la finance que je connaissais mal, vraiment très mal, sauf avoir lu quelques articles dans les journaux, corporate finance, des trucs comme ça. J'étais pas bon et je me suis dit, bon, allez, je fais l'investissement. Alors, c'est un investissement qui n'est pas négligeable, donc il y a pas mal d'heures à mettre derrière, ça, je suis d'accord. Mais à la fin, on en a pour l'effort qu'on y met, c'est-à-dire qu'on a une espèce de culture générale, un peu théorique, oui, je suis d'accord avec toi, Anne-Hélène, mais on a une culture générale un peu plus approfondie sur, disons, pas mal de métiers, presque distille tous les métiers de la finance. Ouais. Mais c'est vrai que c'est très relié à la gestion d'actifs à la fin, c'est-à-dire que c'est mis en perspective pour des gens qui ensuite, fondamentalement, seront des investisseurs. Donc, prendront des décisions, est-ce que j'achète ou vends dans telle ou telle catégorie. Ok, merci beaucoup. J'ai une question pour Anne-Hélène. J'ai pas mal de questions qui te demandent sur ton quotidien, sur la charge de travail, sur les missions que tu as. Est-ce que les gens sont très curieux concernant ton travail et voudraient en savoir un peu plus sur notamment, comme je disais, la charge de travail, les missions quotidiennes, les horaires, etc. Oui, bien sûr. Alors, j'ai parlé personnellement et plus généralement dans la banque. Je pense que, et pour revenir à une question que j'ai vue sur pourquoi aller dans la banque, je pense que moi, ce qui m'a attirée au départ, c'est que j'ai un tempérament un peu speed. Donc, j'aime bien les choses. J'ai du mal à me concentrer pendant très longtemps sur des projets. Je ne voulais pas monter des projets à 2 ou 3 ans. Donc, c'est sûr que je pense de manière générale, la banque, c'est très animé par ce qui se passe à l'instant T sur les marchés, quelle que soit la division. Donc, c'est plutôt des environnements où ce n'est pas le même tempo que l'assurance. Après, selon les métiers, c'est vrai que la typologie d'une journée est très variable. Par exemple, si on prend la banque d'investissement, ce qui regroupe en général ce qu'on appelle conseil, fusion et acquisition, c'est des volumes d'horaires très, très importants, que ce soit les banques anglo-saxonnes ou françaises, que vous pouvez lire dans la presse, n'est pas du tout exagéré. Par contre, souvent, les gens qui intègrent ça, c'est assez passionnant parce que vous vous retrouvez à un très jeune âge sur des projets très stratégiques où vous préparez pour les banquiers des présentations pour conseiller le board d'une grande entreprise du CAC 40. Donc, je pense que c'est difficile, mais c'est très passionnant. Après, les horaires sur la salle de marché, bon, il y a différents types d'horaires, mais en général, ils sont très concentrés. Les journées sont plus courtes. Ce n'est pas des semaines de 35 heures, mais c'est plus court. Moi, j'ai eu la chance d'avoir 3 enfants et certains jours, c'était à Londres, il y a le décalage horaire. Je revenais à 5h30 à la maison parce que les marchés fermés, une fois que les marchés sont fermés, vous n'avez plus rien à faire. Enfin, il y a toujours des choses à faire, mais j'avais un peu plus le temps. Donc, les horaires en salle de marché sont beaucoup plus concentrés, denses que par exemple la banque d'investissement. Après, selon les métiers, les horaires sont variables. Forcément, quand vous travaillez sur des projets à plus long terme, vous pouvez plus aménager votre temps ou vos semaines. Quand vous travaillez sur la salle de marché et qu'il y a une crise financière comme en 2008, oui, c'est beaucoup plus intense. Donc, c'est très variable. Au jour d'aujourd'hui, donc, je suis en banque privée. Donc, c'est censé être, quand on imagine le métier de la banque privée, c'est plutôt des horaires très, très encadrés, mais parce que je suis passionnée, je travaille beaucoup. Voilà, je pense que c'est important, encore une fois, de choisir les gens avec qui vous travaillez, les projets. Et je pense que travailler 8 heures par jour, ça peut paraître très, très long si on n'aime pas ce qu'on fait. Comme travailler 15 heures par jour peut être passionnant si vous êtes vraiment sur des domaines
très intéressant. Je voyais une question d'un de vos étudiants, j'essaie parce que je vois qu'il y en a plusieurs de répondre en même temps sur tout ce qui est la DeFi, la blockchain. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a plein d'opportunités dans les banques et l'assurance, mais aussi dans les fintech. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui n'avaient pas fait d'actuariat, mais qui avaient 22 ans et qui avaient déjà monté 3 boîtes, dont une qu'ils ont revendue sur la blockchain. Je pense pas qu'ils ont, enfin, je pense qu'ils ont été passionnés et beaucoup travaillé. Voilà, c'est. Excusez-moi, je n'ai pas de réponse précise pour l'étudiant ou l'étudiante qui m'a posé la question. Mais je pense que c'est peut-être un peu moins encadré que dans les métiers d'assurance qui sont plus, qui existent depuis plus longtemps, où la fonction d'actuaire ou de preneur de risque existe depuis beaucoup plus longtemps et les métiers sont beaucoup plus segmentés. Voilà. Merci beaucoup, Anne-Hélène. Et j'ai une question assez similaire qui est revenue quelquefois pour Pierre-Henri aussi, que les gens voudraient que tu parles de ton quotidien aussi, de ton choix de carrière que tu as prise et que tu nous en dises plus un peu. Alors, ma vie a assez fondamentalement changé, ma vie professionnelle, quand j'ai quitté une institution qui était une institution publique, donc dans le domaine du gouvernement, pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, en réalité, il n'y a pas plus opposé que ces deux modes de vie. Avant, donc, c'était des horaires relativement fixes, avec des vacances que je pouvais prévoir longtemps à l'avance, et des journées qui étaient longues, mais pas complètement interminables. Là, dans ma vie d'aujourd'hui, tous les matins apportent des nouveaux challenges, des nouvelles questions, des trucs que je ne peux pas l'organiser vraiment très longtemps à l'avance. Et la question, c'était pourquoi j'ai fait ce changement. Exactement. Ouais. Alors, il y a des raisons évidemment personnelles. En l'occurrence, l'entrepreneuriat, c'était quelque chose qui me travaillait depuis longtemps et que je n'avais pas su faire plus jeune. Ce qui est probablement une erreur. Tout le monde dit qu'il vaut mieux, si on a vraiment envie de le faire, il vaut mieux se lancer jeune que l'âge où je le fais, qui est déjà un âge presque de vieillard. Mais donc fondamentalement, j'en avais envie. J'avais probablement aussi besoin de me poser ce challenge-là avant de finir ma vie professionnelle, de voir si j'étais capable de porter un projet ou pas. Et d'ailleurs, on verra bien, parce que le succès n'est pas garanti. Ça, c'est le propre de ce genre de décision. Et voilà, donc essentiellement une question de motivation personnelle, de défi que je me suis lancé à moi-même. Super, très inspirant, même si tu n'es pas vieillard, je précise. Mais... Merci, je ne me fais pas d'illusions. Non. Donc, j'ai une question assez intéressante concernant la finance verte et la finance durable, qui sont des problématiques qui vont arriver dans les prochaines années. Des personnes se demandent si vous en avez entendu parler et si vous avez un avis dessus, si cela vous concerne ou pas. Alors là, il y a un blanc qui pourrait laisser penser que ça ne nous concerne pas du tout. Je crois qu'en fait, c'est plutôt l'inverse. En tout cas, à l'Institut des actuaires, on est extrêmement concerné par le sujet. On a des groupes de travail là-dessus, aussi bien en assurance qu'en finance et en gestion d'actifs. On essaye d'être très présent auprès des pouvoirs publics, auprès des politiques, pour montrer que, en tant qu'actuaire, ça fait partie de notre ADN de s'intéresser à ce genre de sujet, parce qu'il y a une dimension risque non négligeable dans ce qui est en train d'arriver. Et alors, en tant qu'actuaire financier, peut-être encore plus, parce que la finance, en tout cas, c'est mon point de vue. Peut-être que d'autres, vous avez peut-être d'autres opinions autour de la table, et vous aussi, qui êtes dans les filières de formation, mais grosso modo, la finance est en train de faire une mue de ce point de vue-là, c'est-à-dire que les sujets de développement durable, d'ISR, d'investissement socialement responsable, toute cette attention qui est portée à la fois aux conséquences des activités financières sur l'environnement, la société au sens large,
les problèmes de gouvernance aussi qui sont autour de ça. Gouvernance des institutions, gouvernance des banques, gouvernance des gérants d'actifs, toutes ces questions-là qui étaient, il faut bien le dire, pas très présentes il y a 15 ou 20 ans, elles étaient à peine présentes, elles affleuraient juste, et elles passaient loin derrière d'autres impératifs qui étaient ceux du profit, parfois malheureusement du profit à court terme sans trop de considération sur les risques. Je trouve que maintenant on a passé le cap, et maintenant ce serait pas normal de commencer une carrière en finance sans se poser ces questions. Et de toute façon, maintenant l'environnement autour de vous, autour de nous, les questions sont là. Et nous, on essaye d'être au sein de l'Institut des actuaires, financier au sein de l'Institut des actuaires, on essaye d'être très proactif là-dessus. Donc, si ça intéresse certains d'entre vous, on peut après la session de ce soir en parler un peu plus. Mais oui, tout ce qui est environnement, impact sur la société, a une importance maintenant considérable et doit continuer à l'avoir. Hein. Ce n'est que le début. C'est une espèce de conversion en fait de la finance auquel je pense et j'espère qu'on va continuer d'assister. Merci beaucoup. Très bien. Concernant l'avenir, j'ai une autre question qui m'est revenue. Concernant le machine learning, voyez-vous une convergence entre les domaines de machine learning et de la modélisation financière dans les années à venir? Jean-Baptiste, je ne sais pas si tu es encore avec nous, mais je me demande si… Oui, je suis là, pardon. Donc, il y a peut-être un petit peu de bruit, mais en tout cas, je peux vous parler un peu de ce sujet parce que c'est effectivement quelque chose sur lequel on est en train de plancher. Alors, j'ai commencé à travailler un peu sur ce sujet quand j'étais chez Deloitte. Et là, j'essaie aussi d'influer un peu le groupe donc SD Dépôt sur ces sujets de machine learning. Effectivement, c'est quelque chose sur lequel voilà, tous les scientifiques, mathématiciens, statisticiens essaient de travailler. La difficulté qu'on a, c'est qu'il faut trouver le bon cas d'application en fait, sur les sujets de machine learning. Et il faut vraiment que ça apporte quelque chose, une plus-value par rapport aux méthodes et aux outils qu'on avait déjà en place. Globalement, l'industrie financière, elle reste quand même assez mature. Voilà, les modélisations, elles ne datent pas d'hier, on va dire. C'est des choses sur lesquelles tous les scientifiques ont plongé depuis plus de 30 ans. Donc, il y a toute une série de modèles et de statistiques qui marchent déjà bien. Et donc, voilà, le machine learning, on le prend comme, on va dire, un nouvel outil qui pourrait nous apporter quelque chose. Mais il faut être sûr que sa valeur ajoutée puisse se démontrer. Et nous, les domaines dans lesquels, enfin en tout cas en finance de marché, on avait pu voir quelque chose d'intéressant, ce n'est pas sur le pricing en tant que tel, mais c'est plus sur la calibration des modèles, sur lequel voilà, il y a souvent pas mal d'incertitudes et qui peuvent mettre un peu à dire d'experts. Et les modèles de machine learning peuvent aider à mieux calibrer les modèles de pricing sur des instruments complexes. C'est là-dessus qu'on avait voilà, pas mal travaillé avec les équipes des années précédentes. Super, merci beaucoup. Peut-être on va vous prendre 2 dernières questions, s'il y en a encore, qui sont curieux, ou si nous n'avons pas fait le tour, ou s'il y a des points qui ne sont pas clairs. Il y en a une, je rebondis parce on en a parlé tout à l'heure. Quelle place occupera l'actuaire face aux problématiques de finance verte ou d'investissement alternatif? Alors, bon, investissement alternatif, je ne suis pas sûr de comprendre. Est-ce qu'on parle d'investissement dans ce qu'on appelle généralement l'alternative, c'est les hedge funds, les fonds de private equity, les fonds… en tout cas, c'est comme ça que je comprends la question. Peut-être que ce n'était pas ce que voulait dire Guylain. Mais je voudrais revenir surtout sur l'autre partie. Quelle place occupera l'actuaire face aux problématiques de finance verte? Donc, tout à l'heure, j'ai dit que c'était un sujet extrêmement important pour nous.
mais je n'ai pas vraiment répondu à cette question-là. Je pense que l'actuaire, ce qui le distingue peut-être du quant ou même de tous les autres employés en finance, c'est qu'il appartient à l'Institut des actuaires. Donc, il a une responsabilité vis-à-vis de son employeur d'un côté, c'est normal, c'est son employeur qui le paye à la fin du mois, mais parce qu'il est aussi membre de cette communauté des actuaires, il se reconnaît aussi une forme de responsabilité et une éthique personnelle. Il y a une déontologie de l'actuaire vis-à-vis de l'ensemble des autres actuaires, en fait. Hein. C'est ça ce qui se passe. Et donc, il s'interdit de truquer des modèles. Elle s'interdit aussi de faire de la calibration qui soit manifestement pas sérieuse ou pas frauduleuse. Et en fait, cette déontologie qui, à la base, était une déontologie pour utiliser correctement les outils mathématiques pour pricer des produits d'assurance ou des produits bancaires, cette déontologie, en fait, je pense qu'elle s'étend naturellement aussi à la responsabilité qu'on a, chacun d'entre nous, personnellement, vis-à-vis du problème du réchauffement climatique, par exemple. Et donc l'actuaire, normalement, de mon point de vue, doit intégrer cette dimension-là dans son activité de tous les jours, en se posant les questions. Parce que ça commence par là. Hein, c'est ce que je suis en train de faire là. Est-ce que c'est correct vis-à-vis des questions de changement climatique, vis-à-vis des questions des problèmes sociaux et environnementaux, qui sont souvent maintenant, de toute façon, intégrés aussi dans la stratégie de l'entreprise. Donc, en faisant ça, l'actuaire ne se met pas à dos vis-à-vis de son employeur, mais il contribue au contraire à ce que son employeur puisse atteindre ses propres objectifs de ce point de vue-là, en se posant des questions. Voilà, j'espère que c'était un peu, je ne sais pas si c'était très clair ce que j'ai dit, mais j'essayais de dire pourquoi, oui, c'est une bonne question, et l'actuaire a une responsabilité spécifique sur ces sujets. Merci, c'était très clair comme réponse. Et n'hésitez pas, s'il y a des choses qui n'ont pas été claires, de poser une question. D'ailleurs, je vous invite à voir les liens de Anne-Hélène pour ceux qui se posaient des questions concernant les possibilités de carrière, qui a mis un lien sur le chat. Pour rebondir à ta réponse, Pierre-Henri, il y a une même question, mais par rapport, enfin, tu as abordé cette réponse, même que tu as bien entamée, mais peut-être repréciser, sur les thématiques de changement climatique qui vont impacter le monde de la finance. Alors là, réponse très concrète, il y a un groupe de travail au sein de l'Institut des actuaires qui traite des questions de modélisation du changement climatique. Donc là, il y a une participation directe du mouvement actuariel sur la question, qui est à côté des scientifiques qui produisent les scénarios du GIEC. Comment est-ce que ces scénarios du GIEC se transcrivent en scénarios de risque qui puissent servir de base donc à des calculs de risque pour les assureurs, mais aussi pour les banquiers. Et la CPR, le régulateur, est en dialogue avec nous, avec l'Institut des actuaires sur ces sujets. Pour prendre un exemple très concret de ce que peut faire l'actuaire par rapport à la thématique du changement climatique. Merci beaucoup, Pierre-Henri. Très clair. J'ai une autre question concernant la hausse des taux, la possible hausse des taux. Est-ce qu'il y a lieu de penser aux conséquences d'une possible hausse des taux dans notre contexte actuel? Alors, je vais peut-être prendre celle-là. C'est une question très générale. Si c'est une conséquence pour le marché, une conséquence pour l'économie réelle ou une conséquence pour le métier d'actuaire, ce qui est sûr, c'est qu'on a vécu une période de 30 années où les taux sont passés négatifs, ce qui n'était pas du tout envisagé quand les premiers modèles ont été développés dans les années 70. Pour les plus techniciens, on a même parlé à un moment de probabilité de défaut, de spread de crédit éventuellement négatif. Ce n'est pas arrivé, mais il y a eu des papiers sur le sujet. Donc oui, les conséquences de la hausse des taux vont être très importantes parce que simplement le marché l'a oublié. Il y a un domaine de la finance qui est très intéressant sur la finance comportementale,
qui dit qu'en fait, il y a une espèce d'ancrage dans les dernières années. Donc, je pense que même les plus vieux d'entre nous, et je me compte dedans, on n'est pas trop préparés. Ensuite, il y a des conséquences pour l'économie réelle et les actifs qui vont être les plus populaires. Donc, on parle beaucoup de matières premières aujourd'hui, mais aussi d'infrastructures et d'investissements à très long terme dans le monde de demain. Donc, la hausse des taux pose cette question. Toujours dans la continuation de Pierre-Henri, pour faire une page de pub pour l'Institut qui nous tient beaucoup à cœur, il y a aussi des groupes de travail sur les modélisations de taux et l'impact sur la hausse des taux. Mais il y a beaucoup de choses à dire, et j'invite tous les acteurs peut-être en conclusion à nous rejoindre à la commission Banque et Finances. Nous avons des événements de networking où vous pouvez discuter avec tous les professionnels de la finance qui seront ravis de parler de l'impact de la hausse des taux. C'est un peu notre dada et on peut partir très longtemps là-dessus. Donc voilà, on va avoir un événement au mois de juin, je crois, Pierre-Henri, si je ne me trompe pas. Oui, absolument. On aura un événement qui devrait être ouvert à tous les acteurs en formation, dans les filières de formation. Je crois que la date n'est pas encore fixée, mais ce sera en juin, oui. Ça sera en juin, et donc on verra d'ici là si la Fed est déjà remontée de 5 fois. Ça sera, et peut-être que non. Pour la petite histoire, pour conclure, si la branche sur laquelle je suis assise, Goldman Sachs a prévu des remontées de taux depuis les 10 dernières années qui ne sont pas produites. Donc, le pire n'est jamais certain et il faut faire très attention aux prévisions. Voilà. Super, merci beaucoup. Et vous pouvez nous dire comment on pourra se renseigner sur cet éventuel événement de l'Institut des actuaires pour que l'on puisse s'y inscrire ou participer Sur le site de l'Institut des actuaires, en fait, ça sera indiqué sur le site de l'Institut des actuaires. Et pour les étudiants, donc, il y aura une procédure spéciale. Il faut contacter, ça sera tout expliqué sur le site. Très bien. Ce que je pense, c'est qu'à la place de Google, vous mettez l'Institut des actuaires en homepage sur votre browser. Et d'ailleurs, vous êtes tous invités à tous nos événements webinaires gratuits qu'on fait. Il y en a quasiment 2 par semaine. Donc, les étudiants, n'hésitez pas à aller sur l'agenda de l'Institut des actuaires. On a toujours des événements qui pourront vous intéresser, qui peuvent vous acculturer, je dirais, aux grandes problématiques de l'actuariat. Super, d'accord. Génial, c'est noté. Donc, moi, je pense qu'on a fait le tour des questions. Peut-être si tout le monde a un dernier mot ou veut ajouter quelque chose. Très impatient de vous voir tous bientôt à l'un de nos événements et aussi à l'Institut lorsque vous aurez passé votre diplôme. Merci à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous demain soir pour la dernière soirée de la semaine actuarielle qui sera consacrée aux carrières internationales, où nous aurons des représentants qui viennent d'Asie, des États-Unis et d'Europe. Donc, j'espère que vous serez nombreux demain pour les rencontrer. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Bonne soirée.